Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Tout de suite, prenons le sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a donné le go le jeudi 14 octobre 2021 dans la capitale des travaux de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa visite aux Émirats Arabes Unis le jeudi 14 octobre 2021. Peu avant son départ, le chef de l'État est allé visiter la tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa visite de travail aux Émirats Arabes Unis ce jeudi 14 octobre 2021. C'est par l'aérodrome présidentiel de Dubaï que le chef de l'État a pris son vol retour pour Kinshasa après un séjour fructueux dans la Fédération des Émiratis. Peu avant son départ, Félix-Antoine Tshisekedi est allé visiter la tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde. La tour Khalifa est l'œuvre du consortium Emaar, le pilier de l'immobilier dans les Émirats Arabes Unis et qui a signé la plupart des gratte-ciels de Dubaï ainsi que d'Abu Dhabi. Emaar figure parmi les sociétés émiraties qui ont signé les protocoles d'accord avec le gouvernement congolais, particulièrement dans les domaines des infrastructures et de l'habitat. Lors de sa visite à la tour Khalifa, le président de la République a pu admirer les prouesses technologiques et architecturales ayant concouru à l'érection de cet immeuble de 150 étages qui semble flirter avec le ciel. Pour rappel, le président Tshisekedi a séjourné dans les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a participé au Global Business Forum Africa, l'un des événements majeurs prévus au programme de l'Expo Dubaï 2020. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le jeudi 14 octobre 2021 la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale de la RDC. Reportage Papi Katassi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce jeudi 14 octobre 2021 à l'hôtel Campo à Kinshasa à l'ouverture officielle des travaux de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale. Cet atelier est organisé par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, l'UNESCO en sigle. L'objectif principal de ces assises est de doter la RDC d'une politique scientifique qui lui fait défaut depuis toujours. Surtout que cette politique devra être assortie d'un plan d'action stratégique pour sa mise en œuvre. Organisé sous le haut patronat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet atelier se passe du 14 au 16 octobre 2021 et connaît la participation du ministre de la Recherche scientifique, du secrétaire général à la Recherche scientifique, du représentant pays de l'UNESCO, de plusieurs autres acteurs du secteur, chercheurs et scientifiques sélectionnés selon leur expertise. À cette occasion, le docteur Jean-Jacques Muyembe a été honoré. Un diplôme de mérite lui a été décerné pour sa contribution à l'avancement de la science en RDC. Pour rappel, la signature et la mise en œuvre de l'accord de convention conclu en 2013 entre l'UNESCO et les ministères de la recherche scientifique avait abouti au recrutement d'un consultant international en vue d'accompagner le processus de formulation de la politique scientifique de la RDC. Le premier draft élaboré par les consultants avec l'appui de 2 experts a fait suite à une consultation participative en province et à Kinshasa en 2015. Mais les moyens n'avaient pas suivi pour sa validation et les documents étaient tombés en désuétude. C'est pourquoi l'UNESCO avait recruté un nouveau consultant en 2019.
Ces derniers ont travaillé avec l'appui des 3 experts pour actualiser et consolider le premier draft eu égard au rapport de consultation participative aux résultats de l'enquête nationale organisée en RD Congo en 2015 au plan national de développement de la RDC, à la stratégie de la science, de la technologie et de l'innovation pour l'Afrique 2024 ainsi qu'à l'agenda 2030. Ici, de noter que la RDC, qui n'a pas de politique scientifique depuis, voudrait enfin se doter d'un tel document nécessaire à une meilleure gouvernance de la science et de la technologie. Les travaux sont lancés, il est attendu que les experts réunis produisent les projets du plan d'action stratégique attendu, qu'ils préparent la télé des restitutions du projet du plan d'action stratégique pour sa consolidation par les parties prenantes de la ST et qu'ils produisent les documents de politique scientifique ainsi que son plan d'action stratégique validé à l'issue du forum de validation. Le projet Kinshasa Zéro Trou a été lancé le mercredi 14 octobre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge au croisement des avenues Victoire et Université dans la commune de Kalamou. Ces travaux, qui seront pilotés par les ministres des ITP Alexis Guissaro, sont évalués à 32 millions de dollars pour réhabiliter 46 artères de la capitale. Selon Choualé, Papi Katassi. Kinshasa Zéro Trou, c'est l'image qu'aura la capitale congolaise dans 6 mois. Le gouvernement congolais a évalué ce projet, initiative du chef de l'État, à 32 millions de dollars américains. Au croisement des avenues Université et Victoire, dans la commune de Kalamou, le Premier ministre Samaloukonde a lancé officiellement les travaux. Aux Kinois de s'approprier ce cadeau du chef de l'État, a insisté le gouverneur de la ville. Le projet Kinshasa Zéro Trou couvre 86 km à réhabiliter pour un total de 46 artères pour la première phase, explique le directeur général de l'OVD. Tous les 4 districts de la ville de Kinshasa sont concernés par ce projet. À Moamba, c'est sur l'avenue Université que le go a été donné. À Tchangou, c'est au niveau de l'entrée Njili. À Lukunga, c'était sur la route des Matadi, au niveau de DGC Barré, et à la bretelle de l'hôtel de ville de Kinshasa, point de chute. Partout où il est passé, Alexis Guissaro a loué la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Ce projet que nous avons lancé aujourd'hui, Kinshasa Zéro Trou, est un projet qui est là pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État, connu sous le slogan « Le peuple d'abord ». Nous avons voulu que la population de Kinshasa puisse bénéficier des infrastructures routières qui permettent une fluidité dans la circulation. Nous vivons tous à Kinshasa, le constat est assez amer parce qu'il y a des gros embouteillages dans la ville et l'une des raisons de ces embouteillages, c'est la dégradation de l'état de la route. Ce warrior du gouvernement Sama rassure le Kinois quant à la fin heureuse de ce projet. Oh, ils ont gouvernement ba warrior, ils ont gouvernement ba guerrier. Ko comparer biso na ba gouvernement misusuté. Toza ko senga bino bo mona biso à l'œuvre. Bo juger par rapport au makamba misusu ba salaka liboso na biso. Oh, toza ko ebisa bino boko mona ngona misu. 32 millions de dollars, ils ont déjà mobilisé, ils ont été à Roluka. Sikoyo nde toza nde ko banda ko exécuter malembe. Et vous avez mis à la disposition, il y a des gagner le marché. Et tout ça, la population Kinshasa, il y a un témoin. Vous avez des députés, vous avez qui représentent la population. Vous pouvez la mission, effectivement, rendez-vous dans 6 mois. De 3 à 6 mois. Dans 6 mois, tout dans la ressource. Le projet Kinshasa Zéro Trou vient en appui aux autres projets comme Chile Gelou, ABC et Moderne. Dans un tout autre registre, la réouverture du procès Chebea avec plus d'une révélation déjà enregistrée préoccupe au plus haut point les ONG de défense des droits de l'homme. Pour Aaron Mukalenga de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela, qui du reste attend voir le verdict tomber le plus tôt possible, l'équité et la garantie du bon déroulement de ce procès. Il est ici au micro d'Adèle Bissosa et d'Hussein Belebele. Déjà, c'est une satisfaction pour nous parce que dès le début, tout ce que nous disions, tout ce que nous avons comme information, qu'on a adressé même à la justice, n'a pas été considéré.
Mais aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'entendre qu'il y a des révélations. Mais nous disons que ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore des révélations. Nous savons bien que Tchébé a été tué dans l'enceinte des installations de la police. Alors, c'est ce que nous avons dit à l'époque, on ne nous avait pas cru. Aujourd'hui, il y a des révélations. Nous attendons la suite, parce que Tchébé n'était pas seulement pour la voix des sans-voix, n'était pas seulement DDH, mais il était un homme pour ses pays. Alors le pays attend la justice. Donc la voix des sans-voix attend la justice et les familles de Tchébéa comme des Bazana attendent également la justice équitable. Verdict attendu et bien la satisfaction là que qu'auront les familles, les collègues et même la République. Parce que Tchébéa a été un homme pour ses pays. Alors nous espérons que toutes les personnes citées devront comparaître et devront aller jusqu'à citer le numéro 1, donc le commanditaire numéro 1 de cet acte ignoble que nous décrions depuis des années. Nous espérons que justice sera faite. Des personnes interpellées, parmi lesquelles des sujets rwandais, des armes et plusieurs effets militaires récupérés. Tel est le bilan du bouclage organisé par la 34e région militaire dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre 2021 au quartier Keshero à Goma. Suivez. 286 personnes interpellées, parmi lesquelles 6 Rwandais, 4 armes de type AK-47, du chanvre, des boissons fortement alcoolisées, 2 armes blanches et plusieurs autres effets militaires récupérés. Tel est le bilan du bouclage organisé à Goma dans le quartier Keshero dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre. Lors du débriefing, le général de brigade Chinkobomu Lambajisman, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, est réuni sur le fait. En fait, le bouclage s'est fait dans le quartier Chiem, dans son ensemble. Voilà, le bilan aussi que nous pouvons retenir, c'est que nous avons eu d'abord 4 armes détenues par les policiers et militaires, dont d'abord les militaires de service ont déjà exprimé il y a longtemps. Je ne cesse de le répéter à la population. Nous ne pouvons rien sans elle. Ça, c'est devenu comme un slogan pour moi. Aucune opération sans la population. C'est elle qui doit nous informer, c'est elle qui vit avec ce bandit-là. C'est elle qui est victime de tous les actes de barbarie, de vol, de viol. Mais si elle peut être derrière nous, je pense que nous pouvons bien avancer et atteindre notre objectif. Ces quartiers de la ville de Goma, considérés ces derniers temps comme les bastions de l'insécurité, a été nettoyé de bout en bout. Rappelons qu'il se passe plus une semaine sans que la 34e région militaire organise des bouclages en ville de Goma avec comme objectif répondre à l'état final recherché par M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en décrétant l'état de siège, lequel état final consiste à pacifier toute la partie est de la République démocratique du Congo. Le centre de négoce des Komanda sera doté d'ici un mois d'une tribune moderne de 12 mètres de longueur et 6 mètres de largeur pour permettre la tenue des activités sur la paix et la cohabitation pacifique dans la région. Les travaux de construction de cet édifice public ont démarré le mardi 12 octobre dernier sur financement propre du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Reportage. D'une part, l'armée mène les opérations de traque contre les ADF MTM et leurs alliés dans la chefferie de Wallace et Vunkutu pour protéger et sécuriser la population et ses biens. Et d'autre part, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, incarnent la vision du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de la paix et du développement durable de la RDC. Au centre des négoces des Komanda, c'est le début des travaux de construction d'une nouvelle tribune officielle sur fond d'une cérémonie coutumière du peuple autochtone Bira.
tout en saluant à sa juste valeur ces projets initiés par le gouverneur Luboya, le chef de la chefferie de Basili, estime que cette tribune servira également pour des activités visant à consolider la paix et la cohabitation pacifique entre le peuple iturien. Nous nous réjouissons de la construction de cette tribune qui va contribuer à la sensibilisation sur la paix, sur les retours de la population. Nous avons toutes les communautés de la RDC ici à Komanda Centre. Chaque tribu va se sentir à l'aise ici. À l'ouest et au sud, c'est ici où nous allons nous réunir avec À ce jour, point n'est besoin de démontrer l'engagement du gouverneur militaire de l'Ituri à doter la province des infrastructures à la hauteur de sa richesse. Notons qu'à Bunia, chef-lieu de province, des travaux de construction et de réhabilitation de nombreux édifices publics sont en cours, tout comme à l'intérieur de la province où non seulement de nouveaux bâtiments sont en construction, mais aussi le réseau routier est en pleine réhabilitation en cette période de l'état de siège. L'état de siège, justement, parlons-en encore. L'état de siège instauré en Ituri et au Nord Kivu fait parler plus d'un activiste de droits de l'homme pour le cordon du réseau pour la réforme du système sécuritaire et justice. Emmanuel Kabengele, améliorer le soutien logistique s'avère très nécessaire pour le succès de cette décision. Adel Bissosa et Josène Belebele. De réactions fusent de partout quelques mois après que le commandant suprême ait décrété l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. La récente est celle de M. Emmanuel Kabengele, coordonnateur du réseau pour la réforme du système sécuritaire et justice congolais, qui fait l'évaluation de cette décision. Il y a une diminution sensible de l'activisme de groupes armés, mais par rapport à la donne terrorisme, en fait un peu qui était plus ressenti à travers un peu ce mouvement qui jouait un peu à la guérilla. Nous parlons plus du mouvement de ZADF. Il y a encore suffisamment à faire un peu à ce niveau-là pour pouvoir le neutraliser, mais il faut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont eu à gagner en succès en récupérant un certain nombre de coins qui étaient prétendument sous le contrôle de ces forces hors la loi. À part l'état de siège, il n'y a pas autre moyen de mettre fin aux tueries et massacres perpétrés dans ce coin du pays, Emmanuel Kabengele ajoute. Il faut dire que l'état de siège est le moyen le plus fort pour le moment parce qu'on a eu à expérimenter d'autres moyens. Mais le souci pour nous, c'est qu'il y ait un encadrement de cet état de siège. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a aussi certaines brebis galeuses qui, profitant de l'état de siège, ça donne un peu à des actions de sape. Il est impérieux d'améliorer les soutiens logistiques et les conditions de vie des militaires. Bref, l'état de siège doit connaître un bon encadrement. C'est le souhait ardent du coordonnateur du réseau pour la réforme du système sécuritaire et justice congolais. Le REFEDEF a échangé avec les acteurs politiques et cadres de la société civile de la province du Kasaï central sur l'accompagnement des femmes politiques dans la réalisation de leurs ambitions politiques. Ben Brian Minga, notre correspondant à Kananga, pour le reportage. C'est dans le cadre du projet Leadership des femmes que le réseau des femmes pour la protection des droits des enfants et femmes a organisé une campagne de sensibilisation des masses dans le cadre de son projet sur la lutte contre les unions conjugales des enfants et la participation politique des femmes et jeunes filles. À l'occasion, Félicia Matamachi, coordonnateur national AI du réseau des femmes pour la protection des droits des enfants et femmes, trace une faible participation des femmes dans les instances de prise de décision au Kasaï central. Il ressort dans une récente évaluation humanitaire qu'il y a les faibles taux de participation, de la représentativité et de la participation des femmes dans les instances de prise de décision au Kasaï central. Et REFEDEF a prévu une série d'activités pour corriger les gaps. Et nous devons respecter la parité hommes et femmes et à ne pas encourager
la discrimination à l'égard de la femme. Pour la coordonnatrice des centres Bamamouta Bouloukaï, la lutte est de voir une augmentation d'environ 50% des participations des femmes dans les instances de prise de décision au Kasaï central. Ceci ressort dans une note de plaidoyer adressée aux décideurs. Nous voulons augmenter à 50% le nombre de femmes dans les organes de prise de décision. Ici, il s'agit des postes nominatifs et électoraux dans la province du Kasaï central d'ici 2023. Améliorer à 50% la participation des femmes dans les organes de prise de décision au Kasaï central. Amener les décideurs à s'engager dans la lutte contre toute discrimination à l'égard de la femme au Kasaï central, conformément à l'article 14 de la Constitution du 18 février 2006. Sylvie Kafunda, ministre provinciale du genre, a promis l'engagement du gouvernement provincial pour l'essor des femmes. Tous, en ce qui nous concerne, nous devons éviter diminuer ces gaps-là. Il y a les lois, il y a aussi la partie application. Le problème ici, c'est l'application. Les lois existent, nous en avons autant. Nous avons suivi, je vous dis, il y en a. À la fin de cette activité, un acte d'engagement a été signé par chaque participant, notamment les autorités politiques et traditionnelles présentes à cette activité. Les responsables des écoles qui encadrent le sourd-muet en ville de Butembo craignent une baisse de motivation de leurs apprenants suite à la grève des enseignants. C'est ainsi qu'ils appellent les parents à envoyer les enfants sourds-muets à l'école car un compromis est déjà trouvé avec leurs enseignants. Je vais plutôt se rapporter à notre correspondante sur place à Butembo, Francine Moussoua. Dans cette cour fonctionne l'école primaire et institut Mwangé, des établissements scolaires qui encadrent les sourds-muets en ville de Butembo. À notre arrivée, certains apprenants jouent en plein air et les autres suivent cours. Dans cette classe de la 7e année, les élèves s'occupent différemment. Cette autre classe de la 6e année, l'enseignante Marie enseigne 4 écoliers sur 15 qui constituent l'effectif. Pour elle, il n'est pas facile de rattraper les malentendants vu leur état. L'enfant s'adapte moyennement car au début nous ne venions pas à l'école. Ils rentraient, ils venaient, ils rentraient. Quand même ils sont là, ils sont en train de s'adapter à partir d'hier. Tous ne sont pas là. Nos enfants sourds, ils les oublient. Tout juste quand nous revenons des vacances, ils les oublient. Alors, c'est l'éducatrice qui se met à côté d'eux pour les mettre à la page. L'inquiétude gagne les directeurs de cette école. Cette perturbation impacte négativement sur les programmes scolaires. Nous craignons quelque chose, oui, le non-avancé du programme, parce que dans une école spéciale, nous restons en arrière. Les autres peuvent récupérer facilement, mais nous, pour le cas des sourds-muets, c'est très difficile de les récupérer. Ça, c'est une crainte que nous avons au sein de notre école. Tous les enfants ne sont pas encore là, alors l'activité que nous sommes en train de réaliser pour le moment, c'est la planification. Les enseignants sont en train de planifier en encadrant les peu d'enfants qui sont en classe. Comme dans d'autres écoles de la ville, les cours n'ont pas repris normalement dans cet établissement scolaire géré par les frères de l'Assomption. Un bus de l'agence classique Coach s'est renversé dans le centre-ville de Kalemi. Il était en provenance de Lubumbashi. Plusieurs blessés ont été enregistrés, mais heureusement, aucune perte de vie humaine n'a été signalée. Je vais se reporter à notre correspondant à Kalemi, Moma Fataki. Les bateaux pêchent à virer à l'accostage du Ton. Il était 11h de ce mercredi 13 octobre, pendant que ce drame s'est produit en plein boulevard Lubumba, à Kalemi. Le bus de l'agence classique Coach s'est renversé en face de l'école primaire Cercle SMCC, non loin de son agence commerciale, alors qu'il sortait de Lubumbashi. D'après le ministre provincial des infrastructures, Fidel Chamouguia, qui a assisté à cet accident, a dit que c'était suite à la vive allure à laquelle les chauffeurs roulaient cet engin, et mais aussi parce que ce dernier voulait esquiver un motard. Selon lui, voilà ce qui était à la base de ce deuil auquel la ville de Kalemi a échappé. En croire à plusieurs dires qui se concordent,
c'est que il y a eu... Le chauffeur voulait esquiver un motard qui est passé par devant lui. Et c'est à ce moment-là, à 2 reprises, c'est à ce moment-là que les roues du côté droit sont allées percuter les bordures. Et c'est ce qui a déséquilibré les véhicules, qui l'a amené à tomber. On n'a pas constaté de morts, mais quelques blessés, certains légers, certains graves. Mais pas très grave aussi, parce qu'ils ont déjà été pris en charge par le centre de santé de proximité chez le Dr Mignogno. C'est là qu'ils sont traités. Et dès que nous avons appris l'information, nous sommes précipités pour essayer de constater l'événement. Signalons par ailleurs qu'aucune perte en vie humaine n'a été rapportée, mais des dégâts sont à déplorer et plusieurs blessés graves qui ont été transportés vers une structure sanitaire le plus proche du lieu de l'incident. En sport, sans surprise, Amos Mbayo Kitenge a été réélu à la tête du comité olympique congolais par 65 voix sur 70. Les élections ont eu lieu le jeudi 14 octobre 2021 dans la capitale, plus précisément à Safari Beach. Des précisions avec nos envoyés spéciaux sur place, Papi Katassi, Rigo Moulopo et Patrick Borel Moukendi Modervita. Safari Beach Club, le lieu de verdure situé à l'extrémité est de la capitale, était choisi pour le couronnement du scrutin au sein du Sénat de la RDC, Comité national olympique. En face de l'Assemblée générale composée de 70 délégués, le comité sortant, Amos Mbayo Kitenge, a fait l'économie de sa gestion de 4 ans à la tête de la Fédération des fédérations sportives. Juste après, la place était laissée aux isoloirs pour les élections de 17 postes au sein du comité olympique congolais. Sans surprise générale, le très dynamique et stratège Amos Mbayo Kitenge obtient la confiance de 65 électeurs sur 70 et se voit donc confier un 3e mandat comme numéro 1 du comité olympique congolais. Nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service. Nous voudrions aujourd'hui oublier nos passés. Certes, le passé ne sera toujours pas meilleur, mais le futur sera meilleur si vous vous concentrez pour le futur. Je pense qu'ensemble, unissons-nous main dans la main pour que le sport congolais puisse à jamais décoller. Au poste de premier vice-président, le docteur René Nguebe Moubiala, candidat unique, se succède à lui-même avec 63 voix sur 70. Comme patron de l'administration, l'Assemblée générale l'a confié à Alain Badiachile Kayachi, qui fait son comeback avec 64 voix sur 70. La plaque tournante de la FECOFA, Roger Bondembe Bokanyanga, a été tout simplement plébiscitée par l'Auguste Assemblée qui lui a collé 67 voix sur 70 comme trésorier général. Ce scrutin a coupé court à la polémique sur sa viabilité avec la présence du représentant du ministre des Sports, M. Kitoko, qui a certifié le bon déroulement de ces derniers. Alors à présent, compléter l'actualité avec cette revue de presse qui porte la signature de Patrick Poydon-Gassiam. Cette revue de presse partira de l'alerte que lance le journal La République sur la dérive suicidaire dans laquelle est plongée l'Union sacrée de la nation. Les signaux de cette dérive sont décevants, soutient le tabloïd qui cite notamment la gestion du dossier RAM par les députés nationaux, gestion qui remet sur la sellette le théâtre servi pendant plus de 15 ans par les hommes du régime Kabila. Que espérer encore d'une telle coalition d'intérêts, s'interroge La République, sinon l'évanouissement des espoirs du peuple congolais. Une autre question est posée, mais cette fois-ci par Forum des As, au sujet de l'entérinement des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le quotidien se demande, au fait, si, après que le rapport de la commission paritaire ait été déposé à l'Assemblée nationale, la majorité Union sacrée de la nation va franchir le Rubicon en entérinant Denis Kadima. En tout cas, l'avenir nous en dira long. Le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, lui, ne demande aux 6 autres membres de la sous-composante confession religieuse que de se conformer à l'article 12 de la loi sur la CENI qui ne laisse la compétence de procéder au vote du président de la CENI qu'aux confessions religieuses qui ont une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Et justement, au sujet de la désignation des animateurs de la CENI, l'avenir enseigne que la Chine est contre toute ingérence dans les affaires intérieures des Congolais. C'est ce qu'a déclaré son ambassadeur en RDC, Zhu Jing,
à l'issue de ces échanges hier avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Parce que la Chine considère que la préparation du processus électoral de la RDC est une affaire interne des Congolais. La prospérité revient une fois de plus sur les séjours du président de la République Félix Tshisekedi aux Émirats Arabes Unis où se tient l'Expo Dubaï 2020 autour du thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Du haut de la tribune de ce méga événement, écrit le quotidien, interagissant sur les opportunités d'affaires en RDC, son pays et dans le continent africain en véritable défenseur des intérêts de l'Afrique en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a révélé au monde que sa vocation dans la gestion de la chose publique est et demeure celle de donner au peuple le bien-être qu'il mérite. Par ailleurs, poursuit la prospérité. Dans un entretien avec le prince héritier des Émirats Arabes Unis, Adam Ben Al-Maktoum, en prélude à cette intervention, en véritable défenseur de l'Afrique, le président de la République a mis en exergue la dimension semi-continentale de la RDC et le rôle majeur qu'elle peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Enfin, dans le secteur de la santé, la République annonce qu'une campagne de vaccination contre le virus Ebola a commencé le mercredi 13 octobre dernier dans la province du Sud Kivu en RDC où un cas a été confirmé le 8 octobre 2021. Le journal renseigne qu'environ 1000 doses du vaccin RVSV Zebov contre Ebola et d'autres fournitures médicales ont été livrées de Kinshasa à la ville de Goma et environ 200 doses ont été envoyées à la ville de Beni qui est proche de la zone de santé de Boutsili où le cas a été détecté. C'est ce qu'on appelle vaccination en anneau. À ce sujet d'ailleurs, indique le tabloïd, et au-delà des activités vaccinales, les équipes d'intervention d'urgence travaillent 24 heures sur 24 pour retrouver les contacts, décontaminer les espaces infectés et intensifier la surveillance et les tests. Bonsoir. Voilà, c'est par ici que se referme ce journal, mais avant de les boucler complètement, permettez-moi de vous en rappeler le principal titre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a donné le go le jeudi 14 octobre 2021 dans la capitale des travaux de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale. Papi Katel, mon chef d'édition, il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention et excellent week-end à toutes et à tous. Prenez soin de vous et des vôtres.